Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à Beauville, à vos territoires à travers vos artistes. Cette semaine, bienvenue à Barcelone en Espagne, on va y rencontrer des artistes français qui vivent et qui créent ici. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Gianni Giacuppi du Kosovo à la France en passant aujourd'hui par Barcelone. Il nous parle de ses multiples créations dans le monde de la bande dessinée, du jazz. C'est un artiste sans frontières. La chanteuse Fanny Rose est originaire de Toulouse. Elle vit depuis 7 ans à Barcelone. Elle nous parle de sa passion pour le jazz, pour le piano et la sortie de son premier CD. Thomas Ossenag est un chanteur français, lui aussi vivant à Barcelone. Il propose une musique en français fortement influencée par des artistes aussi divers que Dominica, Radiohead ou encore Alain Souchon. Sans plus attendre, direction l'hôtel Le Majestic, à quelques pas d'ici. Sophie de Lyon, alias Sophia De Leon, nous y attend avec beaucoup d'humour. Sophie, bonjour. Bonjour. Ouais, est-ce que je dois dire, Sophia, hola, ¿qué tal? Bah, bien sûr, on est à Barcelone. Mais j'ai vu sur internet, j'ai fouillé un peu, il y a écrit Sophie de Lyon ou Sophia de Leon. C'est Sophia De Leon. Voilà. En fait, j'ai changé mon nom en espagnol. D'accord, c'est autorisé de faire ça. Bah écoute, je me suis permis de le faire, donc jusqu'ici, je n'ai pas encore eu de problème. C'est finalement devenu un nom d'artiste? C'est finalement devenu un nom d'artiste, exactement. J'ai pris ma décision. Je pars vivre à Barcelone. Pourquoi Barcelone? Bah, parce qu'il fait beau. Non mais alors quoi, pourquoi Barcelone? Sophie, quel était le déclic? Pourquoi tu as quitté la France? J'ai eu envie de changer d'air. Je suis venue passer une semaine de vacances ici à Barcelone. J'ai adoré et je me suis dit, c'est parti. Donc j'ai tout lâché, mon travail, mon appart. Je suis arrivée à Barcelone pour commencer cette nouvelle vie. Tu avais déjà en tête cette envie de faire du stand-up, de l'humour, c'était déjà là en toi? Ouais, alors ça fait des années que je suis complètement fan des humoristes, que je regarde tous les sketchs, je sais pas combien de fois de suite, et que j'ai ça, oui, en moi, j'ai vraiment envie de faire ça depuis très longtemps, et du coup je me suis un peu lâchée ici, et j'ai raconté ma vie, en fait, mon arrivée à Barcelone, et toutes les contraintes que c'est d'arriver dans un pays étranger. Non mais dès que je dis que je parle là-bas, on me dit oh non mais attends, mais là-bas il parle catalan quoi. Si tu parles espagnol, tu vas te faire massacrer. Alors non, je sais que c'est une langue morte. Alors le stand-up à Barcelone, tu me le disais, tu vas à la rencontre de la communauté française. Voilà. Ils sont plus de 40 000 à Barcelone, Exactement. ça fait un beau vivier. Tu as été accepté facilement, ils ont compris le fait, ils ont apprécié le fait justement qu'il y a un stand-up d'une Frenchie qui est ici à Barcelone. Alors je pense que oui, donc j'ai fait une première scène où j'ai fait mon spectacle donc pendant 1 heure qui a été, bon, je l'espère, apprécié. Ouais. Et puis j'ai eu la chance du coup de faire la première partie de Jean-François Carré. Et donc là c'est vrai que les gens viennent sûrement plus pour l'artiste Jean-François Carré. Mais donc c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné aussi ma première partie. Donc j'ai l'impression que oui, en tant que Frenchie à Barcelone, ça se passe bien pour le stand-up. Sophie, aujourd'hui, évidemment, tu présentes tous tes sketchs, on le disait, à Barcelone. Et t'as pas envie, à un moment aussi, d'élargir et de retourner, jouer en France? Alors pour l'instant, j'ai plus envie de rester ici et de continuer à travailler sur la différence France-Espagne, sur les vannes qu'on peut faire des Français en Espagne. Deuxième spectacle, là où j'élargis un peu les vannes, effectivement, à tous les Français du monde entier. Et Voilà. plus seulement à ceux de Barcelone. Est-ce qu'il y a des sketchs en espagnol que tu fais aujourd'hui? Je fais pas de sketch en espagnol encore aujourd'hui parce que je pense que je sais pas si c'est exactement le même humour. Et je pense qu'il faut vraiment bien maîtriser la culture pour faire rire les gens. Et bon, moi, ça fait que 3 ans que je suis ici, donc je vais attendre un petit peu. Et puis, je vais perfectionner mon accent aussi pour que ce soit vraiment risible pour tous. Bon, alors, effectivement, vous êtes en train de voir que j'y connais absolument rien à ce pays de merde, hein. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'assumer. On enchaîne. Question suivante. Barcelone, est-ce que c'est une ville de l'humour? Alors Barcelone, est-ce que c'est une ville de l'humour? En tout cas, c'est une ville qui permet de créer l'humour, ça c'est sûr, parce qu'il y a cette ambiance un peu de fête, de gens contents,
Je sais pas, il y a cette ambiance qui inspire à la joie de vivre, aux blagues, etc. Ouais. Et est-ce que toi, tu as rencontré des humoristes espagnols? Alors j'ai rencontré quelques humoristes espagnols, j'ai rencontré aussi des gens qui font de l'improvisation, plutôt des acteurs qui font de l'improvisation et du coup c'est... Donc ça marche aussi en Espagne, ce côté stand-up qui est arrivé depuis quelques années. Hein. Exactement, ouais. Parce que ça existait aux États-Unis depuis longtemps, mais ça arrive en Europe récemment, c'est pas... C'est ça, c'est récent. Ici c'est plus, moi j'ai plus l'habitude de voir des improvisations en espagnol que du stand-up. Mais je compte bien rencontrer des Espagnols qui font du stand-up rapidement. Comment dit un humoriste en espagnol? Un comico. Comico, tout simplement. Exactement. Bon, d'accord. Écoute, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Ah, merci de nous avoir accueillis ici à l'Hôtel Majestic, c'est un peu chez toi. L'Hôtel Majestic, c'est ma maison. Et tu reviens quand tu veux. Ce sera avec plaisir. Eh ben, merci à toi. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. See you soon in the moon. Bienvenue au Paléo Güell, le palais d'Eusebi Güell, l'un des grands industriels de la fin du 19e siècle en Catalogne. Cet homme a été aussi le mécène de l'artiste Gaudí, qui lui a construit cet incroyable palais que vous pouvez découvrir sur les images de Stéphane Beaudesne. On va continuer nos pérégrinations ici à Barcelone à la rencontre d'artistes français d'aujourd'hui. C'est Thomas Aussenac qui nous reçoit dans son univers, la musique et dans cette double culture franco-espagnole. Avait-il de la chance, envie de vivre en France? Flippait-il de nous voir arriver en retard? Thomas, bienvenue en Culture T. Merci. Merci de nous accueillir à Barcelone. Barcelone, c'est aujourd'hui ta patrie, plus que la France? Ce serait beaucoup dire, ça fait 10 ans que j'habite ici. Non, ma patrie, ça reste encore la France, mais c'est vrai que je me sens très intégré en Espagne, enfin en Catalogne plus exactement. À ton arrivée à Barcelone, tu avais cette fibre artistique qu'aujourd'hui tu développes dans la musique? Oui, parce que j'avais déjà un groupe en France qui s'appelait Bishop avec mon ami Pierre Leloup. Et on avait fait un disque qui s'appelait It's Full of Stars et on avait eu beaucoup de très très bonnes critiques dans plein de webzines et aussi dans le magazine Magic. Donc oui, je faisais déjà de la musique en fait. Venant ici à Barcelone, tu t'es pas dit je vais peut-être perdre cet élan artistique que tu avais commencé à connaître en France? C'est une très bonne question. Eh bien si, je me suis dit ça. Et c'est vrai que pendant 6 mois, 1 an, j'ai un peu rien fait. J'ai découvert la ville, la culture, des gens. Et après, c'est vrai que l'envie m'est revenue et je suis reparti en solo en fait, à faire des concerts guitare-voix avec des compositions nouvelles en fait. Donc l'élan est revenu. À aucun moment tu t'es dit que ta vie ici à Barcelone aurait pu être une sorte de frontière dans cette carrière musicale que tu souhaitais embrasser? Si, mais en fait ça a été plutôt quelque chose qui m'a propulsé parce qu'ici le public est très encourageant. Mes premiers concerts étaient probablement un peu désastreux, enfin un peu bancal en tout cas. Et les gens étaient toujours très positifs, très encourageants, très gentils et ça m'a poussé à aller plus loin, à creuser plus. J'ai eu aussi un peu le mal du pays à un moment donné et je me suis remis à écouter beaucoup de chansons françaises. C'est peut-être même ce que j'écoute le plus maintenant, alors que quand je suis arrivé à Barcelone, j'écoutais pratiquement que des choses en anglais. Donc finalement, le fait d'être loin de ma patrie, donc, m'a permis de reconnecter. Oui, curieusement, oui. Du sommeil, du travail, des réveils, des détails, j'en ai plein les veines, ce n'est plus la peine. Des folies, des phrasés, du joli, des jouets, j'en ai plein mes armoires, mais qui va me croire? Thomas, l'écriture des chansons, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu peux faire l'écriture de la musique puis l'écriture des mots? Est-ce que c'est l'inverse? Comment ça se passe? Alors, la musique me vient assez vite. D'ailleurs, j'ai souvent quelques musiques en stock. Et les mots, c'est toujours plus compliqué en fait. Je pars toujours d'une phrase qui sort comme ça ou d'une idée. Et après, j'essaie de dérouler et de terminer la chanson, le texte.
Donc voilà, toujours musique puis texte. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit un texte comme ça, en me levant le matin, en me disant tiens, un jour je pourrais mettre une musique dessus. Je ne sais pas faire ça. Tu te sens aujourd'hui plutôt chanteur-poète? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est pas dégradant, même plutôt valorisant? C'est toujours très valorisant pour moi le mot de poète. La poésie c'est quelque chose qui pour moi confine un peu au sublime. Donc moi je ne me considérerais pas là-dedans. Pour moi les poètes c'est au-dessus de moi, quoi, on va dire. J'atteins pas ce niveau-là. Maintenant, si quelqu'un a envie de me qualifier comme ça, je le prendrai comme un compliment, ouais. Un beau compliment même. Et lorsqu'on sort des albums, on est français ici à Barcelone, en Espagne, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Alors, c'est un sentiment un peu mitigé, parce que évidemment les gens ne comprennent pas forcément ce que je dis. Donc c'est un peu marginal, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, il n'y a pas à s'en plaindre. Hein. C'est un choix un peu directement original, quoi, de faire ça. Après, j'ai l'appui de certaines presses espagnoles et pour eux, la barrière de la langue ne les a pas arrêtés du tout et je leur en suis reconnaissant d'ailleurs. Du sommeil, du travail, des réveils, des détails, j'en ai à l'appel. Anyone can tell. De l'envie, des regrets, de l'oubli, des après, j'en ai en pagaille. Tell me who I am. Thomas, ça fait 10 ans que tu es ici à Barcelone. Est-ce que tu as envie, dans les années qui viennent, peut-être de revenir en France pour développer encore plus ta musique ou pas du tout? C'est une possibilité, le retour en France, j'y songe. Jusqu'à maintenant, j'y songeais pas. Là, justement, aujourd'hui même, ça fait exactement 10 ans que je vis à Barcelone. Donc c'est vrai que ce serait peut-être plus facile pour développer ma musique, qui est en français. Donc je ne saurais pas dire, mais j'y pense, les deux possibilités. Tout est ouvert en fait. Thomas, merci à toi. Bien, merci à vous. À très bientôt pour d'autres aventures ici à Barcelone ou ailleurs. Nous, on va découvrir maintenant un lieu totalement atypique à 20 km de Barcelone, entre la mer et la montagne. Un vin biologique très réputé en Espagne et bien au-delà dans le monde entier. Josep Maria Pujol Busquets nous accueille. Avec lui, un chef français ici à Barcelone, c'est Stéphane Poussardin. Il nous parle évidemment de sa cuisine et puis de sa cuisine inspirée de l'Espagne. All set? Let's go. Les vignes sont au pied de la montagne et surplombent le bleu perçant de la Méditerranée. Bienvenue à Alta Alelia, un projet familial de passionnés du vin débuté il y a une vingtaine d'années. Josep Maria Pujol Busquets est le maître de ce lieu unique. Nous sommes dans un endroit très typique du nord de Barcelone parce que nous avons un sol spécial, que c'est très granitique. Et j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits dans le monde et on cherche un endroit comme ça, près de la Méditerranée, qui nous donne de fraîcheur, une bonne acidité, pour avoir des vins pour vieillir bien. Et surtout, on travaille bio. On a démarré déjà bio, seulement pour faire un bon vin et un vin pour la santé aussi. Depuis le début de cette aventure, Josep Maria a toujours eu en tête le respect du terroir. C'est pour cela que son vin est uniquement bio. Le bio, pour moi, ce n'est pas une chose statique, sinon qu'on a besoin de chaque fois travailler sans mettre aucune chose dans les raisins et dans le vin. Mais step by step, non? Doucement, parce qu'il faut faire de bons vins, un vin agréable à boire, qui parle de nous, de l'endroit où nous sommes, de l'année, pas de la variété, ça c'est plus anglo-saxon. On aime parler d'où est fait ce vin, qui sont les personnes qui arrivent ce vin et accepter la variation de l'année. C'est dans ce lieu rare que nous avons rencontré le chef français Stéphane Poussardin. Gamin, il passait ses vacances en Espagne. Après des études de cuisinier en alternance à Lyon, c'est près de Barcelone qu'il va s'installer. Entre la rigueur française et la folie espagnole, comme il aime le penser, Stéphane travaille avant tout le produit du moment. La création, c'est l'inspiration, c'est l'émotion du moment, c'est ce que je sens, ce que je vois, avec qui je suis. Et à partir de là, je commence à écrire, penser et essayer de jouer avec les produits du moment. Pour moi, c'est important, non ? Il y a une chose qui est importante du fait que j'ai travaillé beaucoup dans la nature pour le sport que je faisais. Je faisais très attention au paysage, donc j'ai eu une certaine sensibilité qui me permet de sentir, de voir directement et de l'appliquer.
Qui ça, c'est un cuisinier qui va beaucoup penser, chercher. Moi, je me laisse aller. Je me laisse aller et j'essaye. On va désormais rencontrer Fanny Rose, une jeune chanteuse originaire du sud de la France, de Toulouse. Elle vit aujourd'hui à Barcelone. On va évoquer avec elle ses passions, le jazz, le piano et cette double richesse entre la France et l'Espagne. Tes yeux te trahissent toujours, loulou. C'est le soleil et sa lumière qui brille en toi, loulou. C'est le soleil et sa lumière qui brille en toi. Bonjour Fanny. Bonjour. On est à Plaza Real, je l'ai bien dit, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un des lieux, il y en a plein évidemment incontournables de Barcelone. Barcelone, toi la française, ça fait combien d'années que tu es ici? Bah là, ça va bientôt faire 7 ans. Voilà. Quel a été le déclic ou la nécessité de venir habiter à Barcelone? En fait, c'est parti au début parce que j'avais l'opportunité de faire un Erasmus en fait, dans mes études de musicologie. Et en fait, quelques années avant, j'étais partie au Chili pendant 1 mois et ça m'avait vraiment donné envie en fait, d'étudier voilà, l'espagnol et de venir ici à Barcelone. Fanny, aujourd'hui, ton univers musical, comment tu pourrais le décrire? Quelles sont tes influences premières, la matière que tu aimes travailler? Alors la matière, pour commencer par ça, c'est la voix vraiment. Donc j'aime beaucoup explorer avec ma voix, improviser, trouver des sonorités un peu différentes. J'aime beaucoup la chanteuse Camille qui m'a beaucoup influencée au niveau de la recherche en fait, voilà, la recherche de la voix avec la voix. Après, je vais dire aussi que d'être ici, il y a l'influence aussi de voilà, la musique latine, des chansons un peu, on peut retrouver un peu de bossa nova, un peu de voilà, le tumbao, les rythmes un peu plus latins qui ressortent un peu aussi dans l'album. Voilà, et après, bon, la grande influence, c'est aussi le jazz. C'est de la chanson. Moi, c'est vrai que j'ai fait une licence de jazz, donc ça m'a toujours tenu à cœur aussi dans l'instrumentation, en fait, et au niveau de l'écriture musicale aussi, un peu de chercher un peu la particularité dans la chanson, dans l'écriture musicale, on va dire. Non, la prison que tu te fais nous empêche pas, loulou. Non, la prison que tu te fais nous empêche pas de voir en toi. De voir en toi. Fanny, tu nous dis, tu composes beaucoup en français. On aurait pu croire, évidemment, vivant ici depuis plusieurs années, que tu aurais pu mixer les deux. Ouais, c'est vrai. En fait, je mixe un petit peu quand même. Dans mon album, ça se coupe un tout petit peu. Il y a des chœurs qui sont faits en espagnol. Après, sur scène aussi, j'ai une chanson qui est en espagnol. Comment ça se vit au quotidien, finalement, d'être artiste française ici, à Barcelone? En fait, à la fois, c'est une particularité aussi, puisque finalement, tout le monde fait de la chanson française en France. Donc finalement, de faire un projet de chanson française ici en Espagne, d'un côté, ça attire aussi l'attention et je pense que c'est ce qui a peut-être attiré aussi ma maison de disques, en fait, Bécor, parce qu'ils voulaient un petit peu, je pense, élargir un peu leur champ d'artistes et ils trouvaient, je pense, en mon projet quelque chose de différent, en fait, qu'il n'y a pas ici. Donc voilà. Tu nous parlais de la scène. La scène, elle est forcément barcelonaise, espagnole et tu as aussi la scène française? Ouais. Française aussi, on est allé jouer au festival de jazz à Dauro Jazz qui est au Portugal. Donc voilà, là je suis en train de programmer d'aller jouer à Milan bientôt, voilà, dans un futur. Donc finalement cette double richesse, identité, culture que tu as aujourd'hui, franco-espagnole, fait de toi une artiste sans frontières. Je pense que ça m'aide en fait à voir que c'est possible d'amener la chanson française en fait dans d'autres pays et que en fait le fait d'avoir commencé en Espagne, je me dis oui en fait finalement ça marche ici en Espagne, ça pourrait aussi très bien marcher en Italie, pourquoi pas voilà, aux États-Unis, j'en sais rien, mais c'est vrai que voilà je vois ça plus possible en fait le fait d'avoir déjà commencé en fait à l'étranger. Alors
Alors Fanny, ça fait quelques années que tu es ici, tu disais 7 ans, tu es originaire de Toulouse. Est-ce que la ville rose, de temps en temps, ça te manque pas un peu, même si l'ambiance ici ressemble pas mal? C'est vrai que vraiment j'aime beaucoup Toulouse. À chaque fois que je reviens à Toulouse, j'adore cette ville, je trouve ça vraiment très agréable. Mais c'est vrai que j'ai vraiment construit un peu voilà, tous mes contacts, mes relations ici à Barcelone et j'adore aussi Barcelone. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette année, en fait, je commence un peu à faire plus de ponts vers la ville de Toulouse et j'aime beaucoup ça, en fait. Finalement, être nomade et pouvoir être un petit peu ici, un peu là-bas, ça me plaît. Une vie d'artiste. Ouais, on peut dire ça comme ça. Merci Fanny. Né de l'écume et du vent. On est désormais au marché de la Boqueria, une institution à Barcelone, en Espagne et dans le monde entier. On y trouve des produits qui viennent de partout et on y trouve aussi un chef très connu, Nando. Ça va? Ça va bien. La Boqueria, c'est important même pour toi? Tu viens ici de temps en temps? Me gustaría venir más a menudo aún. J'aime venir de temps en temps. C'est un lieu étonnant où il peut se passer beaucoup de choses. Il y a ici beaucoup de gens qui viennent du monde entier, de nombreux touristes, et en fait il se crée un mélange entre les Barcelonais qui viennent acheter leurs légumes ou leurs poissons pendant que les touristes visitent le marché. Quand tu vois tous ces beaux produits, tu comprends pourquoi tu aimes ce métier, tu aimes la gastronomie. Oui, j'aime beaucoup la gastronomie et quand je vois tout ça, j'aime venir dans ce marché car on y trouve de beaux produits et on y rencontre surtout les producteurs, ceux qui font les produits de saison. Bon, merci à toi. Merci. Tu es un chef catalan et de plus en plus sans frontières, Nando. Et c'est un artiste sans frontières qu'on va rencontrer, Gianni Jacupi. Il est du Kosovo, de la France aujourd'hui, de Barcelone. C'est parti. Gianni, bonjour. Bonjour. Tu nous accueilles ici au Jamboree. C'est un lieu mythique de Barcelone pour ceux qui aiment le jazz. On va en parler puisque les gens ne savent pas forcément, mais tu n'es pas qu'un homme de bande dessinée, mais aussi de jazz. Mais j'ai qui en face de moi? Le Kosovar, le Français ou le nouvel habitant de Barcelone? Disons l'artiste en toute simplicité. Mais ça dépend de la frontière que je dois traverser. Je m'adapte. Gianni, évidemment, les gens te connaissent dans la bande dessinée, mais ils ne savent peut-être pas que tu es aussi un jazzman. Tu te souviens des débuts? Qu'est-ce qui a débuté, toi, au niveau artistique? C'est plutôt la bande dessinée ou le jazz? Difficile à le dire parce que je dessine depuis que j'ai conscience de moi. Je ne pensais pas devenir dessinateur à l'époque, mais je dessinais parce que... et là, souvent, ce qu'on oublie, quelqu'un avait dit que le problème avec le dessin, c'est que le jour où on apprend que c'est de l'art, sinon, le dessin, c'est un langage, on s'exprime avec. La musique, c'est quelque chose de viscéral, j'en ai toujours... Je n'ai jamais eu prétention, par contre, d'en faire de la musique. C'était toujours, je me suis plu à jouer de la guitare pour moi-même. Et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais... Je faisais des mélodies qui interpellaient les gens. Je me suis mis à faire aussi, à réaliser de la composition et à travailler avec des musiciens. Et puis voilà, graduellement, je suis là-dedans de fil en aiguille. J'en suis au 2e CD. Gianni, donc tu crées dans la bande dessinée, tu crées dans le jazz. Est-ce que c'est au niveau de l'émotion différent ou est-ce que les deux peuvent se rapprocher? Bonne question. En même temps, c'est pas différent dans la mesure que chaque fois c'est un besoin d'exprimer quelque chose. Dans le dessin, le rythme est très, très important parce que si vous ne faites que transcrire un lieu, un vue, un paysage, quelque chose comme ça, si vous ne mettez pas de rythme, ça ne vit pas, ça ne vibre pas. Une musique qui suit toutes les règles de la composition est une bonne œuvre bien réalisée, mais si elle manque de couleur, elle manque de vie.
Donc c'est ça, il y a un verbe en espagnol, compenetrarse, ça s'interpénètre, ça se pénètre mutuellement. Et j'ai constamment besoin de l'un et de l'autre, donc je passe de l'un à l'autre pour garder mon propre rythme de vie, le rythme spirituel. Quand tu crées de la bande dessinée, est-ce que tu écoutes du jazz et est-ce que tu essayes finalement de donner du rythme, comme du jazz, du rythme de jazz à ton dessin? Absolument, oui. D'ailleurs, c'est quand on m'a demandé de travailler dans un livre, on m'a dit qu'on trouvait que mon dessin avait du rythme. Ça m'a fait très plaisir. Je ne peux pas en parler moi-même, c'est les autres que je dois y parler. J'écoute beaucoup de musique et qu'on soit clair, ce que je fais, ça s'appelle du jazz parce qu'il faut une étiquette, il faut mettre quelque part. Mais moi, je m'en fous, c'est pas... Je ne suis pas le style... Pour moi, le jazz, c'est un point de rencontre de différents styles, de différentes musiques. Je fais de la musique, un point, c'est tout. Et j'écoute de la musique. Donc, Gani, dans 5-6 ans, je vais te retrouver dans quel pays? Je peux pas le dire parce que si ma femme écoute ça, je veux pas qu'elle prenne peur, mais on sait jamais. Je ne me ferme aucune porte. Bon, merci à toi de nous avoir accueillis ici. Merci de m'avoir invité. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. On continue de découvrir ce Barcelone à travers des artistes français d'aujourd'hui. Mais bien d'autres artistes ont fortement marqué l'histoire de la ville. Si je vous dis Sagrada Familia, qui devrait être terminé en 2026, le Parc Güell et depuis quelques mois cette Torre Bellesguard. Évidemment, je vous parle de Gaudi, un des plus grands artistes du XXe siècle qui a totalement marqué l'histoire de Barcelone. Vous pouvez découvrir ce château Bellevue puisqu'il domine la ville de Barcelone. En attendant, je vous propose la rubrique Beau Livre. C'est une tradition dans Culture T. C'est parti. Trois volumes, 1500 pages, des photos inédites, 125 ans de témoignages de ces grands reporters d'un magazine devenu aujourd'hui une référence absolue. National Geographic, chez ta chaîne, c'est un témoignage sur notre planète, ses habitants, qu'ils soient humains ou animaux, un regard unique sur l'évolution de notre Terre, signé par ces photoreporters qui en 125 ans sont passés de la photo sur plaque autochrome à l'ère numérique. L'enfant de Nagano a bien grandi. Après 7 ans auprès du chef Alain Ducasse, Kobayashi Kei s'est installé à Paris dans le 1er arrondissement. Un livre aux éditions Duchesne sort ces jours-ci et nous démontre la richesse créative de ce chef inspiré par ses racines japonaises et son apprentissage français. Chacun de ses plats sont des tableaux liant subtilité, élégance et gourmandise. Un livre enchanteur, non comestible, mais qui donne envie de passer à la table de ce jeune chef japonais. C'est la fin de votre émission Culture T ici à Barcelone. Je tenais à remercier tout le personnel de l'hôtel Majestic de nous avoir accueillis pour tourner cette émission. Toutes les infos au quotidien sur votre émission, sur les tournages, sur les artistes qu'on a la chance de rencontrer, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et celui de Public Sénat. Le jeudi matin, je vous retrouve dans Métro News, le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Vendre de la poussière à des marchands de sable, mépriser les prières de ceux qui passent à table, pousser à la traîtrise même les plus fidèles, cracher sur la bêtise de mes nombreux modèles. Ça c'est fait, bien fait.